Bonjour. Ben oui, je veux d'abord remercier les organisateurs du colloque, les gentils de m'avoir proposé d'y participer il y a quelques semaines, comme il vient juste de mentionner. Donc, c'est ça, j'ai accepté un peu au pied levé, puis c'est la première fois que je fais une communication dans un colloque, fait que je crois que ça va être ouverture et bienveillance. Puis ça, je m'adresse à vous aujourd'hui en toute humilité, pas traductrice, pas en traductologie. La traduction m'est comme seulement tombée dans les mains. C'est un peu quétaine, mais je dis souvent que ça m'a été donné en cadeau. Pour la petite histoire, j'habitais à Berlin en 2023 pendant un an. C'est avant de rentrer à Montréal, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert ce livre-là, Être pourpre. C'est un de ses livres favoris, Blood dans son titre original. C'est une autofiction queer, un peu sous la forme d'un arbre généalogique éclaté. C'est un genre de manifeste langagier qui souhaite déconstruire le binarisme et le classisme des langues allemandes. L'auteur, d'origine suisse, Kim de Lofison, il écrit à sa grand-mère maternelle qui perd la mémoire, comme un prétexte pour retracer la lignée de femmes qui l'ont précédée. C'est écrit dans une langue non binaire et fluide. Ça mêle l'allemand standard et le dialecte bernois. Donc, la personne qui m'avait offert pour ces raisons-là pensait que ce serait intraduisible, jusqu'à ce qu'il trouve être bourtre, une traduction vers le français de Rose Labourie. J'aurais eu son cadeau dans les mains seulement quelques heures, et quelques heures de mon vol de retour vers Montréal. Le temps de lire, entre autres, la note de la traductrice, qui m'avait d'emblée vraiment intriguée. Je la cite. Le premier roman de Kim de l'Horizon présente toutes les caractéristiques des textes généralement considérés comme intraduisibles. Mais peut-être cette prétendue intraduisibilité est-elle au contraire l'occasion de rendre visible l'absurdité et la créativité de tout processus de traduction. J'ai ensuite perdu le livre. Bon, il devait soit être resté dans l'avion ou dans le Uber qui m'avait ramené chez moi. Donc, j'étais inconsolable, évidemment. Je l'ai racheté le jour même, mais bon, c'était pas pareil. Il n'y avait plus la note manuscrite de la personne qui m'avait écrit qui m'avait offert sur la page de garde. C'était pas la même édition. Donc, un peu pour compenser pour cette perte-là, j'ai voulu rencontrer Rose Labourie, celle qui avait traduit cet intraduisible. Ma communication d'aujourd'hui rapporte notre conversation autour des liens entre le queer et la traduction littéraire. Je vais donc citer et paraphraser notre conversation constamment. Sachez donc que derrière ma voix, il y aura beaucoup de la sienne. Je la remercie d'ailleurs pour sa générosité puis sa pertinence. Je vais débuter par établir quelques parallèles entre l'intraducibilité et la queerness du texte. Puis je vais détailler les solutions qui ont été empruntées par Rose Labourie pour traduire l'allemand non genré, le dialecte bernois, puis la question du multilinguisme dans le texte. Le tout en conjuguant la perspective trans au genre, à la classe, puis à la langue. Ensuite, je vais pouvoir me pencher sur les dimensions affectives et performatives des savoirs queer qui sont mobilisés dans le cadre de la traduction d'être beau, puis qui permettent de rapprocher le queer de la traduction. Rose Labourie affirme en effet qu'être pauvre était presque un code d'école qu'on aurait pu étudier en master de traduction. Je dis master parce que c'est les mots qu'elle utilisait dans les françaises. Bon, il y avait toute la question de la non-binarité, la question du dialecte, comme je l'ai dit, mais aussi tous les jeux de mots, les néologismes, le texte avec une grande hybridité formelle. Le texte était aussi très autoréflectif. Même dans son contenu, il faisait écho à tous ces enjeux-là d'incommunicabilité. L'œuvre se construit ouvertement depuis la perte de mémoire de la grand-mère, depuis l'intraduisibilité, l'impossibilité de représenter un corps non binaire dans une langue binaire, depuis l'imperfection, comme c'est écrit dans un allemand qui est hybride, non institué. Pour Rose Labourie, donc, le texte en soi, par sa fluidité, ses digressions puis ses aveux d'échec, accueillait à bras ouverts la traduction. Elle m'explique que souvent les textes littéraires se présentaient à elle comme des blocs ou packs figés qu'il faudrait pouvoir traduire, dans lesquels il était donc seulement possible d'échouer. Alors que là, au contraire, le texte était poreux, l'emportait dans son mouvement puis l'encourageait même à l'amener au-delà de lui-même. C'est dans cette optique-là qu'elle s'est permise, je cite, pour reprendre cette traditionnelle et contestable dichotomie, de s'éloigner de la lettre du texte afin de rester fidèle à son esprit, défini par Kim de l'Horizon comme ludique, wild, transgressif. Fermez la citation. Selon Eve Kosowski-Sedgwick, le queer est, je la cite, un mouvement, un motif continu, récurrent, tourbillonnant, troublant. Profondément, il est relationnel et étrange. Fermez la citation. Quand Rose Labourie parle de être pour comme d'un mouvement qui l'a emporté dans la traduction, c'est exactement ce que je pense. Le mot queer, c'est fait entre autres des racines de l'allemand queer, qui s'écrit Q-U-E-R.
Ça voudrait dire transverse, transversal. Le mot queer lui-même voudrait dire across, traverser, à travers, pour ne pas dire de travers. Across, ça se traduit über en allemand, U-B-E-R. Puis la traduction allemande du mot traduction, c'est d'ailleurs Übersetzung. Dans la même optique, selon les traducteuristes, voire des mots de Judith Butler, Charlotte Norman et Jérôme Vidal, le mot queer, en ce qui s'oppose fondamentalement à l'identité puis à la définition, serait intraduisible. J'essaie d'être courte. Alors, je vais être courte. Je ne sais pas comment me résumer autrement que par cette formule. Je ne connais pas la langue de mon corps. Mes mouvements sont entravés, que ce soit dans la langue de mère ou dans la langue de père. Je suis figée dans une langue étrangère. C'est peut-être pour ça que j'écris, cette écriture morcelée, ébriquée. C'est peut-être pour ça que sortent invariablement de mes mains des fragments aux contours irréguliers, qui ne feront jamais une jolie histoire fluide, prenante, bien polissée. Peut-être ces lignes ne sont-elles rien d'autre que la quête d'une langue étrangère dans les mots à notre disposition. Il m'a donc semblé à la lecture qu'avant même d'être une traduction queer, Être pourpre était une histoire queer de traduction. Effectivement, le personnage principal, il cherche à se traduire dans sa langue maternelle qui semble étrangère, comme aveugle à son identité, voire à sa non-identité de genre, du fait de son binarisme. Donc, dans le texte, Kim de l'Horizon va trafiquer l'allemand pour le rapprocher de la langue de son corps, d'une langue du corps non-binaire. C'est un geste auquel l'entreprise de traduction de Rose Labourie a dû faire écho. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Les deux premières parties du livre mettent en scène dans l'original le personnage de Das Kind. En allemand, on a trois genres. Il y a le féminin avec le déterminant die, le masculin avec le déterminant der, puis le neutre avec le das. C'est surtout pour les objets, là. C'est vraiment pas comme un équivalent du yel. C'est plutôt comme un parent du it en anglais, mais bon, je suis vraiment pas une pro de la grammaire allemande non plus. Mais bon, oui, en utilisant das Kind, l'enfant, plutôt que de genrer le personnage, Kim de l'Horizon pouvait maintenir une ambiguïté et une neutralité dans le genre tout au long du texte. Oui, en français, on pouvait traduire par l'enfant, puis ça posait pas de problème, ça restait neutre. Sauf que pour les adjectifs et les participes passés, il aurait fallu trancher et choisir l'accord soit masculin, soit féminin, comme on n'a pas d'accord neutre en français. Rose Labourie et son équipe éditoriale, notamment l'éditrice Lisa Liotto, puis la correctrice Sophie Hoffnung, ont dû trouver des solutions proches au français. Ils ont opté principalement pour l'utilisation du E inversé que vous voyez en haut ici, puis de la diphtongue du E dans la. Rose Labourie précise qu'elles n'ont pas inventé ces techniques, que c'était déjà utilisé dans des milieux féministes plus underground. Puis elle explique que ces solutions étaient finalement plus littéraires. Ça créait moins de culture visuelle ou dans le rythme que, par exemple, le point médian ou les doublés. Puis ça rendait davantage justice au texte en ce que ça repoussait les frontières de la langue comme le faisait l'original. Par contre, contrairement à ce que j'ai eu coutume d'entendre dans le milieu académique ou même en contexte éditorial, le mot d'ordre n'était pas du tout à l'uniformité ou à la cohérence. Elles ont donc utilisé, oui, le choix et la diphtongue, mais aussi parfois le point médian, le doublé, les formulations épicènes, selon ce qui servait mieux le texte à tel ou tel endroit. L'idée, c'était vraiment pas de produire comme une nouvelle charte féministe, ni de suivre un guide d'écriture inclusive français qui aurait déjà existé. Dans les deux cas, ça aurait été vraiment contraire à l'esprit du texte. L'objectif premier, c'est d'élargir le champ des possibles, questionner les présupposés hétéropatriarcaux de la langue. Rose Labourie se réclame en ce sens du sillon de la linguiste féministe Julie Abou. Son ouvrage Tenir sa langue l'a d'ailleurs accompagnée dans son processus de traduction. Selon Julie Abou, je cite, les perturbations linguistiques du genre ne peuvent qu'être du côté du trouble des catégories plutôt que de nouvelles propositions de catégorisation. Puisqu'il est impossible de ne pas dire le genre, il va falloir le contredire. Cette dernière encourage en ce sens à adopter des techniques du tumulte, théorie qu'elle reprend à Elsa Dorlin, qui tire leur force politique de l'irrégularité, du brouillage et du dissensus. C'est exactement pour cette prolifération des marques et des stratégies langagières que opté Rose Labourie afin de rendre justice à la queerness du texte. Puis c'est un modus operandi qui lui a offert une grande liberté créatrice. Je me suis par exemple demandé pourquoi elle n'avait pas utilisé le pronom non-binaire il. Elle a choisi plutôt le pronom il, ILLE, qui est un équivalent du il, mais dans lequel elle me fait remarquer qu'on entend aussi l'île, comme une île dans la mer, ce qui faisait écho au motif maritime qui revenait constamment dans le texte. Je cite, je me demande souvent comment je bougerais si j'avais grandi sur une île déserte. Mais ici, dans cette absence d'île, dans cette promiscuité permanente, dans le fascisme d'art, un charabia, un elfique mal articulé, un désespéranto, un encre et un avec titubant de ci de là dans le tohu velu.
Je voudrais ensuite qu'on s'attarde à la question du dialecte. Dans Être pourpre, plutôt que langue maternelle, on va lire langue de mer. M-E-R comme l'océan. C'est que dans la langue dans laquelle grandit Kim de l'horizon, mère comme maman se dit pas Mutter en allemand, M-U-T-T-E-R, comme ce serait le cas en allemand standard, mais mère, M-E-E-R, soit de la même façon qu'on nommerait la mer, l'océan. En français, on va donc lire langue de mer, on va jouer sur le muffin afin de reproduire un effet similaire. Si il fallait traduire l'expression langue de mer, ben, il fallait aussi traduire cette langue de mer, ce dialecte, en français. Rose Labrie m'explique qu'on peut pas juste traduire un dialecte par un autre dialecte. Prendre un dialecte suisse-français, par exemple, pour traduire un dialecte suisse-allemand. Mais c'est toujours quelque chose par historique, géographique, empreinte plein de relations comme spécifiques. Elle a donc choisi d'assurer la dimension artificielle, ce sont ces mots, des langues et de la traduction. Artificielle dans le bon sens du terme, au sens où c'est le fruit de l'imagination, des glissements ludiques et hasardeux des signifiants. Elle a donc lu des dictionnaires romans, presque comme de A à Z, pour s'imprégner des racines de la langue française. Elle est allée s'inspirer des dialectes suisses, mais aussi de la Belgique, Québec, jusqu'à carrément inventer son propre dialecte français. Elle fournissait aux lecteuristes un lexique au terme de l'ouvrage. Je donne quelques exemples. Dans la langue de mère, un imbécile, c'est un bobet. Pleurer, c'est chougner. La police, la cogne. Tomber de sa chaise, c'est décuchesser. Désirer, c'est concupiscer. Dans la quatrième des 5 parties du livre, la langue de mère est vraiment mise à l'honneur. La mère de Kim les charge d'écrire la biographie de sa grand-mère mourante, puis lui donne accès à ses archives personnelles, aux archives de la famille. Kim va y trouver tout un arbre généalogique que sa mère a écrit, avec les biographies de plusieurs lignées de femmes qui les ont précédées. Ces biographies romancées sont donc écrites dans la langue de mère, puisque par la mère, puis sont retranscrites telles quelles dans Être pourpre, en venant à constituer en elle-même toute une partie du livre. Ainsi, je cite encore Rose Labourie, cet idiome artificiel finit par y devenir une langue à part entière. Fermez la citation. Dans le livre, le personnage de Kim se présente comme un transfuge de genre, mais aussi de classe. Puis à ce moment-là, l'espèce de fossé, de hiérarchie symbolique qui se dessine entre il et sa mère est comme déconstruit. La langue populaire de la mère s'inscrit à même le roman, à même le postulat esthétique de l'enfant. Ça renverse donc cette dynamique que dénonce la linguiste féministe Julie Abou, selon laquelle les écarts à la norme linguistique vont être encouragés chez l'élite. Chez les poètes, par exemple, on va qualifier ça d'innovation, alors que ça va être puni chez celles à qui on n'attribue pas de prestige linguistique. On va même plus loin que ça, on va remettre en question l'espèce d'opposition comme quoi les écarts du poète seraient des choix, alors que ceux des nobodies seraient accidentels. Kim de l'Horizon dit dans le livre qu'il est sûr que cet allemand dialectaire est intentionnellement utilisé par sa mère dans les biographies. Que c'est, je cite, un droit d'honneur assumé aux normes linguistiques. Fermez la citation. La langue de mère, dans l'original comme dans la traduction, se caractérise par un orthographe, une conjugaison, une grammaire et une sémantique alternative. Il y a toute une revendication de l'erreur, de la faute de grammaire ou de syntaxe comme potentialité créative. Ça claire non seulement la traduction, que la traductrice Noémie Grunenwald décrit comme un échec permanent, mais aussi le queer. En ce que les théories queer se réclament aussi de la non-réussite. Je pense entre autres au Queer Art of Failure de Jack Halberstam ou au Undoing Gender de Judith Butler, où la déconstruction et la défaite sont étrangement proches et productives. En effet, Rose Labourie écrit, je cite, dans la langue de mère, la faute n'est plus l'expression d'un manque, d'éducation ou de culture. Loin de là, elle met en évidence l'arbitraire d'une norme linguistique et célèbre l'inventivité de celui qui la commet. Fermez la citation. On va donc avoir une perspective trans de genre, de classe, puis finalement de langue. La dernière partie du livre est écrite en anglais dans l'original, puis figure telle quelle dans la traduction française. C'est un anglais d'une imperfection assumée, comme si c'est la langue seconde de l'auteur. Kim de l'Horizon finit son texte en anglais parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire dans sa langue maternelle. Que seule sa langue seconde, une langue qui serait sienne avant d'être celle de ses mères, les laisse exprimer. L'auteur fait suivre ce dernier chapitre d'une traduction allemande, qui est dans l'original faite par le logiciel DeepL, afin qu'elle reste aussi résolument imparfaite que son pendant anglais. La même technique a été utilisée pour la traduction française. Rose Labourie a mentionné avoir terminé la traduction d'Être pourpre au moment où les enjeux des LLM ou IA en traduction devenaient de plus en plus préoccupants. S'ils sont utilisés ici, on peut supposer que les citations qui en est faites mettent de l'avant leur faille et leur absurdité parce qu'on les juxtapose à un texte et à une traduction qui sont menées par des personnes en chair et en os.
Cette idée de critiquer le système langagier qui, à la fois, nous déshumanise et nous humanise, non pas en y renonçant, mais en retournant contre lui-même, rappelle les pratiques queer de la performativité, telles que théorise entre autres Judith Butler, sur lesquelles je vais revenir en fin de communication. Ainsi, j'aimerais donc souligner les dimensions affectives et performatives de la traduction de Être pourpre qui me permettent de la rapprocher encore davantage des théories queer. Je reprends la conception de la traductrice italienne Michela Valdo de la traduction queer comme étant un undoing, une défaite ou une déconstruction, une pratique où le démantèlement et l'édification vont s'opérer de concert. Elle fait en ce sens référence au undoing gender de Judith Butler que j'ai mentionné plus tôt. Le undoing étant défini comme une entreprise d'improvisation à même la contrainte. C'est une formule qu'on pourrait très bien appliquer à la traduction. Michela Valdo définit la traduction queer comme un défaisage performatif et affectif. On dit d'une pratique qui est performative parce qu'elle accentue la facticité de la représentation pour mettre en lumière le caractère arbitraire de ce qu'on tient normalement pour naturel. En l'occurrence, le genre et la langue, les frontières entre les genres et les langues, l'opposition hermétique entre hommes et femmes, cis et trans, original et traduction. Puis, quand on parle d'affectivité, on va faire référence aux affects, à ce qui est mobilisé dans l'entre-deux de la rencontre, de l'interaction des corps. Si c'est quelque chose comme l'amour qui m'a amené à être pourpre, j'ai voulu savoir quelle place les relations avaient eu dans le processus de traduction de Rose Labourou. C'était la première fois que ça lui arrivait dans sa carrière. Elle avait reçu une lettre de Kim de l'Horizon où il donnait aux traductrices du texte pas du tout des instructions, mais des encouragements sur la manière d'aborder le texte. Elle rapporte y avoir lu Liberté poétique en lettres capitales. Elle a aussi eu l'occasion de participer à un atelier en Suisse avec d'autres traductrices du texte, au cours duquel elle a pu rencontrer Kim de l'Horizon. De ces conversations, Rose Labourou retient que, pour l'auteur du texte, son texte est en quelque sorte une succession de strates à laquelle toutes sortes de personnes gagnaient à participer. Elle rapporte le concept d'agency de Judith Butler. Pour Kim de l'Horizon, la traduction est une forme d'agency supplémentaire, susceptible de déplacer, de dynamiser le texte à partir des écarts qu'elle oblige. L'agency, selon Butler, ce serait la capacité de faire quelque chose avec ce qu'on fait de nous, la capacité d'agir sur le système de signification qui nous constitue en tant que sujet et dont on ne peut pas sortir complètement, sous peine de devoir renoncer à notre subjectivation, depuis ce même système de signification. C'est agir sur le langage depuis le langage. Un bon exemple, c'est le fameux retournement du stigmate, la revendication par les personnes concernées de l'injure qui visait à les dénigrer. C'est d'ailleurs exactement ça le queer. C'est une insulte que se sont réappropriées celles qu'elle visait. Rose Labourou m'explique que c'est ce qui intéressait d'ailleurs Kim de l'Horizon dans la littérature, la plaie, la suture. J'avais moi-même relevé ce passage à la lecture. Peut-être ne s'agit-il pas tant de guérison que de cicatrisation, de ces stigmates qui se dessinent d'eux-mêmes sur la peau. Car je ne veux pas que la plaie se referme ni vue ni connue, que l'absence s'oublie sans laisser de traces. Je ne veux pas d'un point qui clôt la phrase, je veux un point-virgule qui dit « faisons une pause, mais n'en restons pas là », qui laisse la phrase s'écouler, tout en préservant l'interstice entre ces deux cils. Je veux continuer à suivre cette spirale qui m'entraîne autour du vide. Fermez la citation. Rose Labourou me confie que ce texte a changé sa perspective sur son métier de traductrice. Elle avait toujours pensé que son travail était réussi quand on le voyait pas. Quand les critiques disaient « Ah wow, super style de l'autrice ou de l'auteur », sans même réaliser que c'était une traduction. Après être pourpre, elle dit plutôt « Peut-être qu'en fait non. Peut-être que mon travail, c'est de montrer que je suis là. Et peut-être qu'une traduction n'est jamais plus réussie que lorsqu'on sait que c'est une traduction. » Rose Labourou rapproche en ce sens le retournement queer du stigmate d'une pratique de traduction qui sortirait de l'invisibilité et se réclamerait de sa dimension créative. À un moment de notre rencontre, Rose Labourou me dit quelque chose comme « Quand j'en parle, j'ai toujours l'impression de parler de quelque chose d'hyper théorique, alors que pas du tout. N'importe quelle lectrice ou lecteur de ce texte sait que c'est un texte de chair, de sang, palpable, charnel. Puis je pense que c'est ce qu'on gagne à retenir de tout ça. Les dimensions libératrices, accueillantes, ludiques et désirantes du queer, d'une traduction queer qu'on pourrait vouloir présenter comme élitiste, niché ou rabat-joie. Au terme de ma conversation avec Rose Labourou, ma question, c'est comme retourner sur elle-même. J'avais voulu savoir c'est quoi une traduction queer, mais je me retrouve surtout à interroger ce qu'il y a de queer dans la traduction, ce qu'il y a de la traduction dans le queer. Puisque ces dialogues permettraient d'éclairer ce qui ouvrirait de possible de part et d'autre. Finalement, j'ai jamais retrouvé la copie originale du livre.
Bon, en rentrant de l'aéroport, j'ai appelé le service client de Uber pour qu'on contacte le chauffeur qui m'avait conduit chez moi pour voir s'il l'avait pas retrouvé. On a réussi à le rejoindre, sauf que l'employé qui faisait l'intermédiaire entre lui et moi parlait seulement anglais, puis mon chauffeur seulement français. L'affaire est donc restée sans suite. Outre tout ce que je viens juste de vous débattre.